On donne la parole à Jacques Meurette, donc, qui est depuis des années président du Haut Conseil de la nomenclature, d'ailleurs qui n'existe plus, de la commission de hiérarchisation, pardon. Voilà, voilà. Et je voulais justement dire que c'est c'est grâce à toi qu'ont été introduits, en tout cas, enfin, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais que l'introduction des actes robots, de cette CSRM descriptive, a été permise en 2017. Oui, oui c'est ça, 2019. 2019, et que c'est ça qui nous a permis, avec Jean-Claude Coufinal, de reprendre tous ces datas du PMSI pour analyser la pratique de la robotique des tissus mous en France. Et donc, Et là, tu vas nous, oui, tu vas nous oui, parler donc je de complète ce que tu la dis. hiérarchisation. Avec Gilles, que j'ai vu ce matin, on s'est calé un rendez-vous parce que avec, on a ressorti l'année 2023, donc avec les chiffres qu'a cités tout à l'heure François Richard, et avec Gilles, donc on va pouvoir, à partir de cette base de données, Pascal, prendre ton micro, s'il te plaît. Oui, et donc avec Gilles, on va pousser plus loin les investigations sur les durées moyennes de séjour, les taux de réhospitalisation, donc pour étudier, donc on verra tout ça bien sûr avec Jean-Claude aussi. Donc on va travailler à partir de cette base de données, et c'est à partir de ça que c'est intéressant, et créer des nouveaux codes extra-financiers pour la suite, évidemment c'est très intéressant. Moi, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique, c'est la hiérarchisation des actes. Donc, la nomenclature, finalement, elle est. Voilà, donc le conseil de la nomenclature, donc vous voyez, vous reconnaissez le président Christian Espagno, le coprésident François Richard, le président de la CHAP, et donc les différents membres du département des actes et de PwC qui nous aident dans la réalisation de cette nouvelle nomenclature. Donc, quel est l'intérêt de cette CCM? Eh bien, c'est d'établir de la hiérarchisation, c'est d'établir une base, un score qui sera nécessaire à la rémunération juste et équitable du travail médical et uniquement du travail médical. Donc, la hiérarchisation des actes, c'est uniquement le travail médical. Le matériel, tout ça, c'est pris en charge. Le matériel pris en charge par l'établissement ou même pris en charge par le praticien lui-même, ça n'entre pas dans cette hiérarchisation des actes et je vous expliquerai après pourquoi. Je reviens très rapidement parce que François en a parlé tout à l'heure, donc sur les objectifs principaux de cette révision. Donc, c'était de redécrire les actes au regard des pratiques médicales actuelles, d'accélérer l'inscription des actes médicaux, de favoriser l'innovation, il en a largement parlé, de maîtriser les dépenses de santé, ça va être certainement pas facile, et de simplifier les modifications, de simplifier les modalités de modification. Il y a deux types de hiérarchisation des actes. Donc, la hiérarchisation des actes, elle est nécessaire parce qu'elle permet, c'est la hiérarchisation de tous les actes, donc des actes médicaux, des actes chirurgicaux, et donc ça permet l'équité de rémunération entre les différentes spécialités médicales. Il y a deux types de hiérarchisation dont on s'occupe actuellement, c'est la hiérarchisation du flux. Depuis que le Haut Conseil a été créé, il y a toujours des actes nouveaux qui sont validés par la chaise et que nous devons hiérarchiser. C'est ce qu'on appelle le flux. Donc ça, c'est la méthode originelle qui n'a pas changé, en dehors du fait que la commission de cohérence dont faisait partie Hubert a été supprimée et c'est le HCN qui assure directement cette cohérence. La procédure d'inscription d'un nouvel acte, le flux, donc vous voyez que à partir de l'avis HAS, donc l'avis HAS, je reprécise à nouveau, François l'a dit, mais je le repasse parce que c'est important. L'HAS ne donne pas un avis sur on peut ou ne pas faire cet acte. L'HAS donne un avis sur le remboursement de cet acte. C'est-à-dire qu'un acte qui a un avis négatif de l'HAS, il peut être réalisé. Et dans les faits, François l'a dit, il est réalisé avec des codes un petit peu bizarres, les plus proches, etc. Donc vous voyez, ça n'empêche pas les praticiens de le faire. Le rôle du HCN, là, vous voyez, donc, c'est qu'une fois que l'avis HAS, le dossier est étudié par le département des actes, il y a un rapport au HCN. Le HCN informe la CHAP.
donc la CHAP qui est l'instance paritaire entre les caisses d'assurance maladie et les caisses et les syndicats médicaux. Donc, et c'est la CHAP donc, que je préside, puisque le président est neutre entre les deux, et donc qui donne un avis sur le rapport. Il y a un vote, et c'est transmis au niveau de l'UNOCAM, qui doit donc donner son avis. Il le transmet au collège des directeurs, le collège des directeurs le transmet au ministère, et ça aboutit à la publication du journal officiel. Donc, comme on disait, on a eu pour cette procédure-là entre l'avis HAS et la publication au journal officiel, on a eu quelquefois des actes dont le parcours a duré 5, 8, 10 ans. Maintenant, je crois qu'actuellement, on excède rarement un an ou 18 mois. Donc, il y a manifestement, depuis le FCN, une très nette amélioration. Alors, dans le cadre de la révision, c'est ce qu'on appelle le stop. Donc, la révision, c'est donc revoir tous les actes, donc les 13 000 actes. Et je vous dirais, il n'y a pas réellement 13 000 actes à la nomenclature, puisqu'il y a des doublons avec les actes d'anesthésie. Et donc, dans le cadre de la révision, on a repris tous les libellés existants. Certains libellés sont maintenus, certains libellés sont subdivisés, par exemple, en fonction de nouvelles voies d'abord. Donc, un acte peut être réalisé, c'est le même acte, mais il est réalisé par laparotomie, par célioscopie sans robot, par célioscopie avec robot. Certains libellés sont devenus obsolètes et sont supprimés, et certains libellés sont les actes nouveaux dont François a parlé largement. Dès l'instant où il existe une modification du périmètre de remboursement, un avis HAS est requis. Donc, à chaque fois, pour chaque libellé nouveau, on doit se poser la question s'il y a une augmentation du périmètre de remboursement, auquel cas, il y a un avis de la HAS. D'accord. Donc là, assez rapidement, donc vous voyez que la méthodologie, c'est un petit peu le parcours entre la méthodologie et la valorisation, les honoraires en monnaie sonnante et trébuchante qui seront perçus par les praticiens. Eh bien, donc la méthodologie, elle a été élaborée par le Haut Conseil des nomenclatures, ça a été fait, ça a été voté par la CHAP quasi à l'unanimité, donc il n'y a pas de souci. La description des actes, c'est donc l'élaboration des libellés, c'est presque terminé. Donc on a bientôt terminé pour toutes les familles, 43 familles, on a bientôt terminé la libellé des actes. Et on va aboutir maintenant à la hiérarchisation famille par famille. Donc, pourquoi? Et après, donc, la valorisation, ce n'est pas du tout le rôle du HCN, c'est le rôle des partenaires conventionnels, caisses d'assurance maladie et syndicats médicaux. Je n'insiste pas sur les procédures, les gestes complémentaires et les suppléments. Ces procédures, c'est une association d'actes usuels. Les gestes complémentaires, c'est des actes qui ne peuvent pas être réalisés en isolément. Par exemple, une échographie péropératoire est un acte qui n'existe jamais isolément. Donc, mais ils peuvent être et ils doivent être hiérarchisés comme si c'était des actes isolés. Les suppléments sont des suppléments tarifaires, ils ne sont pas hiérarchisés. Ça ne marche plus, là. Si, voilà. Alors, la hiérarchisation des actes se déroule en deux temps. D'abord, une hiérarchisation intra-famille. Donc, on va élaborer une grille pour toutes les familles, 43 familles actuellement. Et le second temps, ça va être donc, on va aboutir à une liste d'actes. Je vous expliquerai comment. On va aboutir à une liste d'actes. Et une fois que cette hiérarchisation intra-famille sera terminée, il va falloir faire une hiérarchisation entre les différentes familles, 2 à 2, 3 par 3, enfin avoir ça avec des actes liens et des actes passerelles, de manière à aboutir à une liste unique. Les règles de base, c'est pour évaluer le travail médical, c'est le patient le plus fréquent. Et vous savez que les patients peuvent être différents en fonction du recrutement des établissements. Il y a des établissements qui sont spécialisés avec des malades plus difficiles. C'est le malade ni trop gros, ni trop maigre, ni trop jeune, ni trop vieux. Et donc, c'est distinguer donc tous les gestes nécessaires à la réalisation de l'acte. Je n'insiste pas sur les modifications. Voilà. Le travail médical, il est évalué en fonction
de 4 composantes. D'abord des composantes subjectives, c'est le stress. Le stress, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes de pression, tension, anxiété, contrainte d'atteinte qui habitent normalement le praticien lors de la réalisation d'actes. La technicité et la dextérité requises, c'est ce qu'on appelle la compétence technique. L'effort mental, c'est la concentration au cours de l'acte. Et donc, ces 3 éléments sont des éléments subjectifs. Et il y a bien sûr un élément objectif qui est la durée, qui est maintenant objectivé, qui avait été lors de la première CCM évalué à dire d'experts et qui maintenant, de plus en plus, on essaie d'avoir avec les éléments modernes des anesthésistes notamment, on a exactement les durées précises. Alors, sur un plan pratique, donc pour évaluer cette hiérarchisation intrafamille, on va demander à chaque comité clinique de trouver un acte de référence qui sera en base 100 et à partir de cet acte de référence en base 100, de déterminer une liste d'actes repères les plus fréquents, assez échelonnés, du plus simple au plus compliqué, donc une dizaine ou une quinzaine, enfin à peu près 10% des actes de leur spécialité, et qui vont donc être évalués par rapport à cette base, à cet acte en base 100, et donc qui va nous permettre d'avoir une échelle de tous les actes repères de la famille. À partir de cette échelle d'actes repères, eh bien, sera hiérarchisé les autres 2 actes de la famille, c'est-à-dire de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Le comité de hiérarchisation, donc on a eu pour la description des actes un comité clinique qui a été évalué à l'aide d'un référent, et référent est différent, une vingtaine de praticiens donc, qui pratiquent les actes de la spécialité, ou de la famille. Le comité d'hiérarchisation est un autre comité qui reprend certains des membres du comité clinique et donc qui est réalisé avec le département des actes à partir des statistiques des médecins libéraux d'un côté et des établissements de l'autre côté. On recherche avec les statistiques tous les actes de manière à sélectionner des praticiens qui pratiquent bien les actes qui seront hiérarchisés. Donc, les actes repères et les actes, et les actes de référence. En pratique, une fois qu'on a sélectionné ce groupe d'actes qui a été validé par le HCN, il y a une réunion, on réunit tous les experts de la hiérarchisation. Il y a une réunion inaugurale d'explication. Donc, on explique un petit peu, donc, qui est en général réalisé avec le président et le vice-président, enfin les 2 coprésidents, et avec le secrétaire du. Et donc, on explique un petit peu la façon de procéder. Donc, ça se fait essentiellement sur une plateforme. Donc, il y a une explication du travail à faire sur la plateforme. Et donc, on envoie aux experts de façon individuelle les actes à hiérarchiser et ils font sur la plateforme une première hiérarchisation de toutes les composantes du travail médical par les experts, c'est-à-dire que toutes les composantes, stress, compétences techniques, durée, etc. Il y a une analyse par le DACT et le HCN de manière à vérifier si tous les actes sont consensuels, il n'y a pas de difficulté, c'est réglé. C'est rarement le cas. Et donc, il y a une seconde hiérarchisation individuelle. Donc, on renvoie aux experts les actes non consensuels en disant, ben voilà, réfléchissez sur ces actes, est-ce que vous ne pouvez pas modifier votre scorage. C'est renvoyé, l'analyse est faite par le DACT et par le HCN, et ensuite, on a une réunion présentielle parce qu'on a jugé que c'était plus important, plus intéressant d'avoir les experts en présentiel, de manière à faire la fin de la hiérarchisation et du score des actes repères. Donc, on a fait cette première étape, on a, pour chaque famille, réalisé la hiérarchisation des actes repères.
Les actes, une fois réalisés, cette hiérarchisation des actes repères, on a donc établi une liste d'actes repères et on demandera aux praticiens de hiérarchiser non plus par rapport à l'acte de référence, mais de classer leurs actes par rapport aux actes repères de la liste qui a été établie. Donc on transmet à nouveau un formulaire individuel, c'est encore fait sur la plateforme. Donc hiérarchisation pour les autres actes, donc pour les actes plus fréquents, on peut éventuellement, mais ça n'est pas absolument nécessaire pour tous les actes, les trois autres composantes du travail médical, hiérarchisation individuelle à distance, et ensuite, donc, analyse par l'équipe du DAC, le référent de la famille, le rapporteur du Haut Conseil des nomenclatures, transmission des résultats aux experts du comité de hiérarchisation et à nouveau, réunion présentielle de consensus. Et là, donc, une fois que la réunion de consensus est établie, on a la liste de tous les actes de la famille hiérarchisés, donc fin de la hiérarchisation intrafamille pour chaque famille. Donc les 43 familles ont leur liste de hiérarchisation. L'équipe du DACT, c'est les médecins de la sécurité sociale, c'est Oui, ça? département des actes, pardon. Alors, cas particulier de l'anesthésie, donc on a beaucoup discuté, ça faisait déjà plusieurs années que le département des actes, le DACT, et moi-même, on avait réfléchi un petit peu sur cette façon de faire l'anesthésie, arguant du fait que finalement, le travail de l'anesthésiste n'était pas toujours directement lié au travail du chirurgien et que, à l'inverse, certains actes d'anesthésie pouvaient être rigoureusement les mêmes pour des actes chirurgicaux très différents. Par exemple, une anesthésie pour une résection de prostate, une anesthésie pour une hystérectomie vaginale, une anesthésie pour une cure de hernie inguinale, peu ou prou, c'est le même type d'anesthésie. Donc, on a été un petit peu réfléchir. Alors, et on a donc discuté avec les anesthésistes pour savoir s'ils étaient un petit peu d'accord avec cette méthode, un petit peu réticents au départ parce qu'ils avaient peur d'y perdre, mais finalement, ils ont bien compris un petit peu que c'était intéressant. Donc, ils ont réfléchi un petit peu à définir des niveaux de complexité et en fonction de quatre éléments importants, les risques opératoires, le type d'anesthésie, l'installation et ou le changement de position péropératoire, le type de monitoring et le passage en réanimation. Et donc, ils ont déterminé des niveaux de complexité et déterminé dans chaque sous-famille, donc ils ont créé des sous-familles, orthopédie, urologie, gynéco, chirurgie digestive. Dans chaque sous-famille, ils ont choisi un acte de référence anesthésique dans chaque sous-famille. Et ils ont donc, c'est-à-dire un acte qu'ils ont mis en bassin, donc exactement sur les mêmes critères de ce qu'on a fait pour les actes techniques ou chirurgicaux, donc en bassin pour chaque acte et pour les quatre critères de complexité qui sont les mêmes. À partir de l'acte de référence, déterminer des actes repères pour chaque sous-famille. Donc ça a été fait par le comité clinique. Et ensuite, la hiérarchisation va être faite par le comité de hiérarchisation, donc va positionner, vous verrez sur un schéma tout à l'heure, positionner dans chaque sous-famille les actes repères en fonction de la durée de l'activité de l'anesthésie, non pas seulement de la durée du chirurgien et du travail anesthésique, classer les actes repères dans chaque niveau de complexité, hiérarchiser les points de travail, etc. Et donc, ensuite, en fonction des actes repères classés, déterminer, donc ils vont déterminer les niveaux de complexité et ensuite, en fonction de la durée opératoire, ils vont classer, hiérarchiser des sous-niveaux dans lesquels il y aura tous les actes qu'ils auront mis dans leur sous-famille, leurs actes repères. Et donc, on aura, au lieu d'avoir 4000 ou 5000 actes d'anesthésie, on va arriver à euh, selon notre estimation, entre 3 et 400 actes sous niveau d'anesthésie qui comprendront tous les actes techniques et médicaux et chirurgicaux. Voilà, donc vous voyez, donc après, chaque critère étant modulé selon les gestes opératoires, donc vous avez C1, C2, C3, donc c'est des niveaux de complexité. Et ensuite, en fonction de ces niveaux de complexité, vous aurez des critères de complexité pondérés
Et donc, à ce moment-là, vous aurez les sous-niveaux. Donc, à partir d'une sous-famille, vous aurez la liste des actes, repères. Vous aurez donc qui seront classés en C1, C2, C3, C4. On ne sait pas encore euh, tout complètement. Et ensuite, donc, avec la durée proprement anesthésique, on aura donc les sous-niveaux. Et ces sous-niveaux dans lesquels il y aura reclassement de, de tous les actes et hiérarchisation. Donc, le système est équitable parce que les critères généraux restent les mêmes que pour les autres familles. Les composantes du travail médical sont les mêmes. Maintenant qu'on aura, et pour les actes techniques, et pour les actes d'anesthésie, réalisé une hiérarchisation de toutes les familles, y compris l'anesthésie, eh bien, il va falloir réaliser la hiérarchisation intrafamille, puisqu'on aura des listes d'actes hiérarchisés dans une famille. Eh bien, maintenant, il faut faire la liste unique, interfamille. J'ai dit intra. Donc, interfamille, c'est-à-dire la liste unique pour tous les actes. Donc, actuellement, la liste, tous les actes sont hiérarchisés sur une liste unique qui va de l'ablation d'une incisive antérieure, je pense, jusqu'à le remplacement de l'aorte thoracique, abdominale, enfin bref. Donc, tous les actes sont classés sur une liste unique. Donc la hiérarchisation interfamille, vous comprenez bien que ce n'est pas évident parce que chaque famille aura un acte de référence en base 100, aura tous ses actes repères, mais l'acte en base 100 de la famille urologie ne sera pas le même que l'acte en base 100 de la famille chirurgie digestive, qui ne sera pas le même non plus de l'acte en base 100 de la chirurgie orthopédique. Donc le but sera de déterminer, on va s'aider d'ailleurs de ce qui a été fait lors de la première CCRM, des actes passerelles, c'est-à-dire des actes dont le travail médical est le même dans deux familles différentes. Par exemple, il peut s'agir du même acte. Par exemple, je pense que on avait utilisé la greffe de rein qui était faite par des vasculaires et des urologues, ça avait servi, c'est le même acte qui a été hiérarchisé dans chaque famille, et à ce moment-là, ça donne donc un acte passerelle qui sert donc avec un acte, il devient l'acte de référence à partir duquel seront hiérarchisés les différents actes des différentes familles. Voilà. Il peut s'agir d'actes, et donc là, avec les référents et avec les comités de hiérarchisation des différentes familles, à ce moment-là, on s'accordera pour dire que une cure une hystérectomie vaginale, par exemple, bah, c'est le même travail que pour une résection de prostate, ou bien, enfin voilà, donc je dis un peu n'importe quoi, mais enfin, il va falloir qu'on retrouve un petit peu, en s'aidant de ce qui avait été fait antérieurement, qu'on retrouve ces actes passerelles. Et donc, les actes passerelles donc, vont permettre cette hiérarchisation inter-famille avec ces actes liens et ces actes communs, comme je vous l'ai dit. Et donc, le but mathématique, c'est l'optimisation sous contrainte. J'ai une belle-fille qui est agrégée de maths. Je lui ai demandé de m'expliquer 3 fois le système mathématique. J'ai toujours pas compris. Mais enfin, ce que j'ai compris et ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui est important, c'est que la hiérarchisation interfamille ne modifie pas la hiérarchisation intrafamille. Je m'explique. Un acte qui vaut 2 fois un autre dans une famille, eh bien, dans la hiérarchisation définitive interfamille, il vaudra toujours 2 fois l'acte. S'il valait 100 et que dans la hiérarchie, si le premier valait 100 et que le deuxième valait 200 dans la hiérarchisation interfamille, peut-être qu'il vaudra 50 dans la hiérarchisation définitive, mais l'autre vaudra 100 et à ce moment-là, la hiérarchisation sera respectée. C'est ça la contrainte. Voilà, donc quelques exemples. Donc, je vous ai mis l'échelle unique. Hein. Donc, la radio du genou, vous voyez, donc on a l'échographie et donc on aboutit à un remplacement de l'aorte juxta-diaphragmatique pour rupture d'anaphrine par thoraco-laparotomie avec CEC, qui est l'acte le plus important qu'on avait eu à l'époque. Alors, bien sûr, ce qui intéresse les praticiens, c'est l'honoraire, donc ce qu'ils vont toucher à la fin.
Donc l'honoraire, c'est le score, donc il sera établi au terme de la hiérarchisation interfamille sur cette liste unique, qui sera facteur du facteur de conversion monétaire. Le facteur de conversion monétaire est établi par la Convention. Il vaut actuellement car 0, il était à 0,44, il est passé à 0,45, il va passer au 1er juillet à 0,46. Donc c'est discuté par les partenaires conventionnels. Et à cela s'ajoute aussi le coût de la pratique, qui est donc le facteur de conversion monétaire est le même pour toutes les spécialités. Le coût de la pratique dépend de chaque famille. Le coût de la pratique comprend les charges propres aux praticiens. Donc, je répète que ça ne comprend pas le matériel utilisé, sauf si ce matériel a été acheté dans la majorité des cas par les praticiens. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette hiérarchisation. Donc en disant en conclusion que la hiérarchisation a le but d'assurer l'équité de rémunération entre toutes les familles médicales ou les spécialités médicales. C'est donc important que tout soit bien respecté et ça aboutit bien sûr à terme à la rémunération. Je vous remercie. C'était remarquable, on a appris vraiment beaucoup de choses. Je me permettrai peut-être juste une petite question avant de passer la parole. Vous avez montré une dia intéressante où vous avez montré l'impact du stress. Vous savez, cette diapo avec les 4 photos, la durée opératoire, les compétences techniques et les efforts mentaux. Je trouve ça original, mais comment vous allez le mesurer tout ça? Alors, ça reste subjectif. Et donc, lors des séances de hiérarchisation, on demande aux praticiens, donc sur une base de 100, est-ce que cet acte-là, vous l'estimez à combien, quoi. Donc, il y aura des actes que les praticiens font les doigts dans le nez, ben, ils mettront 10 ou 20, et puis les actes qui sont vraiment difficiles, qui sont vraiment stressants, comme des actes de chirurgie cardiaque, etc., ils mettront 200 ou 300, quoi. Donc, voilà. Mais j'imagine qu'il y aura quand même une grande variabilité Eh interpraticien ben, quand même, non? euh, globalement, on s'y retrouve assez. Ah oui. C'est assez cohérent. Ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Jean-Claude Coffinal. Oui, ça y est, il marche. Oui, petite question. Quid, enfin, il y a une transformation du travail avec ce qu'on appelle là, hein, les activités cognitives, l'utilisation, je veux dire, le temps passé à des planifications de plus en plus importantes et qui vont se compliquer beaucoup plus, la comparaison avec les jumeaux numériques des patients, ceux de populationnels, etc. Est-ce que c'est envisagé dans la nomenclature? Puisque je crois que François, vous avez dit qu'il y avait une réflexion, en tout cas, à ce sujet. Oui, tu veux répondre, François, Non, le problème qui se pose, c'est qu'en 2005, pour chaque acte chirurgical, il y avait une voie d'abord, une action. Point, rien d'autre. Et puis évidemment, on fermait le malade après. Euh, donc ça, c'était assez facile. Actuellement, il y a toujours la voie d'abord. Simplement, au lieu d'en avoir une, il y en a plusieurs. Deuxièmement, il y a l'apparition de guidages, soit radiographiques, soit endoscopiques, qui sont multipliés et qu'il faut prendre en compte dans le travail nécessaire pour l'acte. Il y a toujours une action. Et puis, il y a tout un tas de nouveaux concepts, alors notamment les problèmes de préparation à l'intervention ou d'entraînement à l'intervention avec la simulation. Par exemple, actuellement, les chirurgiens thoraciques font de plus en plus, enfin, je connais plusieurs services où systématiquement les internes et les PH, avant l'intervention du lendemain, font l'intervention sur 3D, sur ordinateur, etc. Donc, il faut prendre en compte ce travail-là, puisque c'est un travail pour un malade donné,
un travail donné fait par un chirurgien donné. Donc, on est en train de réfléchir sur la manière dont on quantifie ce travail, mais qui est un vrai sujet. Et puis, pour répondre à la question de Carole, c'est-à-dire que c'est vrai que les trois critères, et compétences techniques encore, c'est relativement facile, mais l'effort mental et le stress, ça dépend aussi de l'expérience du chirurgien. Un chirurgien qui a beaucoup d'expérience, à la limite, le stress, il n'en aura pas, alors qu'un jeune en aura, alors que l'intervention du vieux sera beaucoup plus compliquée que d'autres. Et ça nous est arrivé lors des... Quand on est là pour essayer de guider les experts, on voit de temps en temps que certains médecins mettent des chiffres de stress à 600, 800, alors que les chirurgiens mettent des chiffres de stress à 40. On leur dit, attends, parce que tu fais l'étude de la glycémie sur le doigt du malade, c'est à 600 et tu fais l'aorte, l'ouverture de l'aorte, c'est à 40, il y a un petit souci là. Donc on est obligé de recadrer parce que, et on leur explique bien que c'est pour affiner les choses, ce n'est pas les critères principaux, stress, effort mental, les compétences techniques. Blanchard, je voudrais intervenir. Quantifier le stress. On a une question dans la salle. Non, juste, je comprends hein, la formation avec la simulation, etc. et tout, mais je me permets de rappeler, c'est toujours le cas pour un chirurgien. Hein. Vous savez, quand la célioscopie est arrivée en cours, quand on faisait des chirurgies ex situ, in situ, c'est venu en cours. Quand on a appris les splits du foie, c'est venu en cours. Donc la formation, planification, calculer la volumétrie sur image, ça a toujours existé. Et je ne crois pas que ça ait été pris en compte, malheureusement. Alors maintenant, il ne faut pas inverser les rôles parce que je comprends qu'on est poussé par toutes les innovations technologiques. Je rappelle, innovation technologique, c'est très bien, mais quand on parle du parcours médical et de la complexité du patient et de la complexité de l'acte, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, en fait, et rentrent en jeu le terrain comorbide du patient, la complexité de l'intervention, qu'on la fasse sous robotique, par voie ouverte ou par voie cellio, c'est toujours le même acte. Théoriquement, c'est toujours le même acte. Et je pense, au contraire, que la robotique va simplifier les actes. Ils seront moins compliqués que ceux qu'on a fait avant. Ça, j'en suis même persuadée grâce aux innovations. Par contre, pour la seule question que je veux poser, c'est pour la nomenclature intrafamiliale et interfamiliale, ce que vous avez expliqué, c'est qui décide en fait de la hiérarchisation. J'ai bien compris qu'il y a un comité d'experts et que c'est par famille, mais qui décide c'est quel score que vous prenez? Parce que même si l'acte il est complexe par rapport à la pathologie ou l'acte qu'on va faire, hein, qui décide que ça sera le plus haut score ou pas? Vous avez dit consensus, mais je n'ai pas compris comment on désigne tous ces comités, si c'est les mêmes ou pas. Chaque comité de hiérarchisation donc, va aboutir au consensus. Donc, c'est la totalité du comité qui va établir la hiérarchisation intrafamille. Pour la hiérarchisation interfamille, il y aura des gens des deux comités de deux familles différentes et donc pour aboutir à un consensus également. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce n'est pas le département des actes qui décide. Et alors, évidemment, c'est analysé et validé par le HCN. On va juste avoir une dernière question qui nous a été posée par texto et ensuite on sera obligé de passer à la communication suivante, ce qui va bientôt être 4h30, il reste 2 communications. Merci beaucoup, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, merci. Merci. La question qui était posée, c'est est-ce que la HAS va être d'accord pour l'utiliser, pour qu'on puisse utiliser les registres? En réalité, il est prévu de se mettre d'accord quand même avec la HAS pour dire vous êtes bien d'accord que pour valider ça, cette étude, elle sera valable. Parce qu'effectivement,
Et il faut quand même se mettre d'accord avant. Ils vont nous dire, ah ben non, la population n'est pas comparable, ou c'est hétérogène, etc., où il y a des biais. Donc c'est vrai qu'il faudra, ce n'est pas le tout de faire un registre, il faut ensuite, lorsqu'on va vouloir analyser l'étude, se mettre d'accord avec la chaise, étant entendu que c'est vrai qu'elle n'est pas dans la doxa de la vie réelle, mais C'est on prévu peut, dans la loi. elle évolue. Le Ouais. principe des registres est prévu dans la loi. La partie, pardon. Oui, le principe de l'inscription transitoire et des registres est prévu dans la loi. Donc, c'est prévu dans la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. D'accord.